Donc, sur l'excellence académique, qu'est-ce que c'est déjà l'excellence académique, si ce n'est réunir les acteurs politiques, universitaires, économiques, pour parler de ce sujet? Nous avons ces trois types d'intervenants qui sont présents maintenant. Évidemment, je regrette que nous ayons que 3 hommes. Voilà. C'est pas terrible. On va se rattraper sur la prochaine table ronde où nous aurons 3 femmes et un seul homme. Voilà. Donc, on fera mieux la prochaine fois. Voilà. Merci, madame. Donc, je voulais d'abord donner la parole à quelqu'un qui est chez lui, un peu ici. Monsieur Driss Aït Youssef, donc vous êtes président de l'Institut Léonard de Vinci, je viens de le rappeler. Et vous me disiez, en préparant cette table ronde, il ne suffit pas, pour l'attractivité donc de notre enseignement supérieur, il ne suffit pas de travailler uniquement l'international, il faut aussi travailler l'ancrage local, travailler le national. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi pour vous c'est important de mêler tous ces niveaux? Bonjour. Merci d'abord d'organiser cette table ronde. Je trouve qu'elle a beaucoup de sens à l'heure où on parle effectivement de ce que pourrait représenter en tout cas ce grand pari et qui a du sens dans un quartier d'affaires. Pourquoi? Parce que c'est vrai que si on parle de cette attractivité internationale, on a forcément un lien ensuite à faire avec le national et le local, même si ce lien peut se transformer en opposition. Parce que si on regarde aujourd'hui l'aspect un peu international, il existe aujourd'hui 3 types d'accréditation qui permet à une école de commerce ou d'ingénieur, peu importe, mais en tout cas d'être visible à l'international. Ces accréditations, on les connaît à peu près, c'est EQUIS, ACSB et EPAS. Donc ce seront 3 accréditations à des niveaux différents. On va considérer que par exemple EQUIS, c'est vraiment la meilleure business school du monde comme HEC, Harvard, Stanford, qui vont vraiment bénéficier d'une accréditation d'une très grande qualité. Ensuite ACSB, qui est vraiment une accréditation un peu intermédiaire et qui va donner un peu des gages de qualité ou de garantie à la communauté internationale. Et puis EPAS, qui est une première accréditation, qui est un peu une accréditation de transition. Il faut savoir que ces accréditations vont considérablement doper la présence, en tout cas l'image ou la visibilité de l'école française à l'international, de telle sorte à ce que, effectivement, les recrutements d'étudiants internationaux puissent, en tout cas dans cet établissement, monter en puissance. On considère qu'avec une accréditation, une école de commerce va gonfler de 50% ses étudiants étrangers. La France, il faut le rappeler, est le troisième pays du monde qui accueille le plus d'étudiants étrangers. Dans le même temps, il faut aussi considérer que cela a un coût relativement important, et dans le temps, c'est-à-dire important, parce qu'une accréditation, ça peut coûter, pour chaque accréditation et pour chaque établissement, environ 60 000 € par an, étant entendu qu'un cycle d'accréditation, c'est entre 3 et 5 ans. Ça, c'est pour l'international. Puis après, il y a effectivement le national. Il y a aujourd'hui 2 types d'accréditation. On va considérer le premier, c'est le grade de master. Pour une école de commerce, si je prends une école de commerce, cette habilitation à délivrer le grade de master de sorte à ce que cette école puisse délivrer des diplômes contrôlés ou visés par l'État. Et puis, tout récemment, le label ESPIC, établissement d'enseignement supérieur d'intérêt général, qui est un label qui est aujourd'hui distribué, autorisé ou donné par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui va distinguer cette école de commerce ou d'ingénieur parmi aujourd'hui beaucoup de business schools. Alors, je disais lien et opposition. Lien parce qu'effectivement ça va ensemble, et opposition parce que les stratégies peuvent être opposées. On le sait, aujourd'hui une accréditation coûte relativement cher, et quelquefois quand une école de commerce ou d'ingénieur se lance dans une accréditation internationale, cela implique beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup de publications, ou en tout cas des professeurs recrutés à l'international qui vont faire de la publication, mais qui ne sera pas forcément inclusive, c'est-à-dire une publication qui ne va pas servir forcément au local ou en tout cas aux entreprises partenaires. Ce qui peut de facto éloigner l'école de commerce effectivement de son tissu, ou en tout cas de son tissu économique local. C'est la raison pour laquelle il faut penser évidemment le développement économique, d'où le lien entre effectivement le national et le local. Dans le même temps, et c'est bien de le préciser parce qu'on est en pleine aujourd'hui, en ce moment, il y a une réforme qui est actuellement en cours, c'est celui de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Il y a quand même un vrai sujet, c'est aussi celui de pallier d'une
certaine manière aussi, je l'entendais dans la table ronde et dans le prolongement de ce qui s'est dit avant, de la baisse ou en tout cas de l'incapacité de la puissance publique, à accompagner ou en tout cas à offrir à beaucoup d'étudiants un accès à l'enseignement supérieur de qualité et pas trop cher. Ce qui fait qu'on a de moins en moins d'étudiants, on l'a vu l'année dernière, on a quelque chose qui va se répéter cette année encore malgré la mise en place de Parcoursup. Donc du coup, des étudiants qui n'auront pas d'affectation dans l'enseignement supérieur et une charge qui va peser sur les collectivités territoriales ou locales. Donc du coup, on va avoir un rôle de plus en plus important des collectivités qui vont devoir s'engager avec une politique d'enseignement supérieur très forte. Après, la question, c'est de se dire à quel échelon ? Est-ce que c'est le Grand Paris ou est-ce que c'est la région ? On va considérer que la région agit déjà dans un certain nombre de domaines, mais il faut que, on a parlé de politique ce matin, on a parlé de projet, il faut raisonner en mode projet. Si on considère qu'en participant, en finançant d'un campus, on a réglé le problème, alors ce n'est pas la réalité. Il faut qu'effectivement les formations puissent être adaptées au monde économique. C'est-à-dire que ces formations doivent répondre aux attentes du monde économique. Et là, on a un véritable enjeu qui est à la fois organisationnel, mais qui est aussi politique. Des universités se regroupent déjà en communauté d'établissements. Je pense à Paris Sciences Lettres, notamment, qui a regroupé des universités, des grands établissements. La logique peu ou prou la même pour les pôles de compétitivité, puisque la clé, c'est toujours d'innover, d'améliorer le process pour former, pour rendre les étudiants employables à la sortie. Donc on voulait avoir votre point de vue aussi là-dessus, Monsieur Beylas, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous et merci aux organisateurs, en particulier à la tribune de cette invitation. Alors on l'a vu dans le débat précédent qui portait sur un des enjeux, mais en fait aujourd'hui on est dans une période où on a bien conscience que d'ici 10 ans, la manière dont on travaillera, la manière dont on se bougera, la manière dont on mangera, la manière dont on se soignera, tout cela aura changé fortement et d'une manière, avec amplitude. Et en fait, on a traversé une grande période d'innovation qui a duré 10-15 ans, qui en gros a été une période d'innovation portée par les plateformes, le numérique, la transformation des modèles, des acteurs ont été disruptés, les taxis avec Uber, etc. Mais c'est un modèle, on va dire, même s'il est rugueux, qui est un modèle soft. On va rentrer vraiment dans un schéma d'innovation qui est une deuxième phase d'innovation qui va être plus structurel. Je pense sur l'écologie, je crois que je connaissais pas Monsieur Dossier, mais il a complètement raison. En fait, on parle, mais à part trier ces choses, on fait pas grand-chose qui modifie les choses. Et donc, il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, il faut rassembler un certain nombre d'acteurs, il faut mesurer, comprendre, interagir, et donc on va rentrer dans ce qu'on appelle, dans la théorie, l'innovation verticale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un acteur qui maîtrise la rupture, mais un ensemble de choses. Donc on va avoir une infrastructure numérique qui va être de plus en plus présente, on va mesurer les choses, donc on parle d'Internet des objets, on va produire des données, on parle d'analytique. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, parce qu'il faut mesurer ces données, et puis après on va créer des nouveaux services, et puis on va casser les cloisons entre les différents acteurs. Et pour mener cette innovation, qui est ce chantier majeur, il y a 4 piliers structurants. Il y a la finance. On ne fait pas d'innovation sans argent. Donc la Silicon Valley, Tel Aviv sont des endroits où la finance structure beaucoup l'innovation. Il y a l'esprit d'entreprise, qui est fondamental. Donc encore une fois, on peut citer Tel Aviv, où il y a une culture de l'esprit d'entreprise forte. Et puis il y a 2 autres piliers qui sont les compétences et les écosystèmes. Les compétences clés, avec des compétences à attirer, c'est là que ça rejoint notre débat sur l'académique, c'est-à-dire que si ces compétences sont là, elles attirent d'autres compétences, et de facto, c'est un accélérateur pour l'environnement et l'écosystème. Et l'écosystème, parce que si on reprend ce que j'ai dit au début, c'est l'endroit où les gens se mélangent. Dans le pôle systématique, que j'ai le plaisir et l'honneur de présider, il y a 800 membres, 100 grands groupes, 100 structures académiques, INRIA, Institut Mines Télécom, etc. Et surtout 600 PME innovantes qui ont un taux de croissance moyen de 25% par an, donc ils sont dans une démarche d'accélération. On a mesuré les entreprises du pôle dans les 5 dernières années, ont créé 10 000 emplois, donc elles vont beaucoup plus vite que les autres, parce qu'elles sont dans cette démarche innovante, et elles se mettent pour cela dans un bassin qui les accélère,
qui est un écosystème fort. Et dans cet écosystème fort, attirer les compétences, contribuer avec les acteurs académiques au développement de ces compétences, c'est un enjeu majeur. Et donc en France, si je reprends les 4 piliers de tout à l'heure, en finance, esprit d'entreprise, compétences et écosystème, on va dire que sur les 2 premiers, on fait des gros progrès, mais on n'est pas encore en tête de liste. Mais on a une vraie carte à jouer sur les 2 autres, que sont les compétences et les écosystèmes. Et à propos d'attirer les compétences, on aurait pu attirer au moins une 50aine de nationalités avec l'exposition universelle en 2025 sur le plateau de Saclay. Bon, comme on le sait à peu près tous, la ligne 18 sur le plateau de Saclay n'arrivera qu'en 2027. Donc c'est un petit peu compliqué d'organiser une exposition universelle. On vous a beaucoup entendu sur ce sujet. Jean-François Vigier, maire de Bure-sur-Yvette et vice-président de Paris-Saclay en charge du développement économique. Et comme vous me disiez encore tout à l'heure, la politique, le personnel politique doit aussi s'emparer de ce sujet. Oui, merci César, et merci en tout cas pour l'organisation de cette journée fort intéressante. Alors les 2 intervenants précédents ont dit 2 choses. D'abord qu'un écosystème, c'est le lieu où les gens se mélangent, et la réalisation d'un campus n'est jamais suffisant, il faut aussi les services qui vont avec. Et je pense que c'est au cœur de la problématique de l'OIN de Paris-Saclay, puisqu'effectivement, comme vous l'avez dit, les élus ont décidé de s'engager pour la réussite de cette opération aux côtés de tous les partenaires. Parce que c'est une opération qui ne peut réussir que si tous les partenaires vont dans le même sens. En fait, l'État a décidé en 2008 de faire une opération d'intérêt national. Et j'ai été parmi les 10 maires qui ont été invités un matin d'octobre 2008 dans le bureau de Christian Blanc, dans lequel il nous a reçus et en nous expliquant, comme il sait le faire, qu'il allait réaliser... Rappelons juste que Christian Blanc était secrétaire d'État au développement de la région capitale. Voilà. Et il nous a expliqué, avec les mots qui sont les siens et son cigare, qu'il allait réaliser sur le plateau de Saclay, là même où nous sommes élus, où nous vivons, une opération d'intérêt national, en rassemblant le meilleur de la recherche française, un pôle économique, des transports très performants et... Pour ne pas recommencer les erreurs du passé, nous allons créer une ville, nous allons faire des logements pour créer une véritable vie sur le plateau. Et nous, les élus, nous avons cru à ce projet. Et nous avons décidé de le soutenir. Et en le soutenant, nous nous sommes, d'une certaine façon, mis en danger. Nous nous sommes mis en danger parce que nous avons mis un terme au caractère intangible de l'inconstructibilité sur le plateau de Saclay. C'est-à-dire que le plateau de Saclay est composé de terres agricoles. Nous avons dit à nos habitants, qui sont extrêmement réfractaires à toute idée de construction, que nous allions faire des logements sur ce secteur, sur le plateau de Saclay, en protégeant une partie de la frange agricole, mais en décidant de construire. Nous nous sommes mis également en danger parce que nous avons décidé de promouvoir avec l'État le métro du Grand Paris, la ligne 18, alors que dans le même temps, nos concitoyens qui vivent dans les vallées connaissent les affres du RER B depuis maintenant des dizaines d'années, et nous avons dit à nos habitants qu'il y aurait une ligne automatique reliant Paris, le plateau de Saclay à Orly en 2020, puisqu'au départ c'était 2020 la date. Alors est-ce que, puisque vous parlez de toute l'opération d'intérêt national de Saclay, est-ce que vous croyez, comme le président de la République l'a affirmé quand il est venu acter l'aigle à 2 têtes de Paris-Saclay cet automne, qu'on puisse faire émerger dans ces conditions une licorne au sein de Paris-Saclay? En fait, le Paris-Saclay, c'est un tabouret à 4 pieds. C'est un pied logement, un pied transport, un pied développement économique et un pied enseignement supérieur et recherche. L'enseignement supérieur et la recherche, on y arrive. La création de l'université Paris-Saclay, ça a été dur, ça a été plus compliqué qu'on ne l'aurait pensé, mais on va quand même créer un pôle unique, un pôle mondial. Le volet logement, les élus ont fait le travail. Il y a 2 actes de logement. Il y a des milliers de logements qui sont en train d'être construits sur le plateau de Saclay. Le volet transport connaît une vicissitude, c'est qu'on nous annonce le report de 3 ans de la ligne 18, ce qui est très mauvais pour la réalisation d'un cluster scientifique, parce que je ne sais pas comment on va faire dans les 3 ans qui viennent pour accéder sur le plateau de Saclay. Aujourd'hui, il y a 9000 mouvements chaque matin de véhicules qui viennent sur le plateau de Saclay. Il y en aura vraisemblablement le tiers d'ici 4 ans. Comment fera-t-on pour faire passer tout ça? Et puis le dernier volet, c'est celui qui dépend du 3e pied, le développement économique, tant
que le volet transport n'est pas là, le développement économique ne viendra pas et la page est quasiment blanche sur la question du développement économique, sur le secteur de l'OIN. Donc on ne baisse pas les bras, on continue à se battre, mais aujourd'hui, les conditions de réalisation du cluster sont plus compliquées qu'on ne l'avait pensé au départ. Vous avez parlé de Christian Blanc. Il y a 10 ans, Valérie Pécresse était ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec la fameuse loi sur l'autonomie des universités. Elle est partie la semaine dernière, toute une semaine en Chine. Je crois que vous avez, j'en suis même sûr, vous étiez du voyage, monsieur Jean-Luc Bayla, président du pôle de compétitivité systématique Paris Région. Pourquoi l'avez-vous accompagné, justement ? Alors déjà, je ne suis pas porte-parole de Madame Pécresse, mais je vais expliquer pourquoi je l'ai accompagnée. Alors moi, j'ai fait qu'une partie du voyage, parce qu'elle a fait un voyage avec plusieurs arrêts, notamment à Pékin et à Hangzhou. Donc moi, j'étais dans la partie de Hangzhou, donc c'était un voyage qui, pour simplifier, était autour du tourisme et de l'innovation. Et donc Hangzhou, pour ceux qui ne le savent pas, d'abord c'est une très belle ville. Toutes les villes en Chine ne sont pas belles, mais celle-là est très belle. Et c'est la ville qui abrite Alibaba, donc l'Amazon chinois. Et Alibaba, ce n'est pas qu'un Amazon chinois, c'est toute une constellation d'entreprises autour d'Alibaba. Il y a un service de paiement, réseau social, etc. Donc c'est en capitalisation boursière à l'échelle du monde, c'est pas loin de la valorisation d'Amazon. Donc c'est vraiment... D'ailleurs, aujourd'hui, dans les 10 grandes entreprises comparables au GAFA, il y en a 5 ou 6 qui sont chinoises. C'est pas bien connu en termes... Donc c'est une ville qui a connu le développement aussi de l'entreprise Alibaba. Et il y a tout un quartier, il y a 15 000 personnels dans le quartier d'Hangzhou d'Alibaba. Et donc la présidente de région y allait notamment pour créer des partenariats, pour faciliter, je vais faire court, les solutions de paiement des Chinois lorsqu'ils sont à Paris, parce que souvent ils viennent avec beaucoup de cash et donc sont un peu les cibles des pickpockets, et donc fluidifier ça. Mais elle était aussi en Chine pour inaugurer un hôtel d'entreprise dans lequel il y avait une dizaine d'entreprises du pôle systématique, parce que pour se développer très vite, les entreprises du pôle, il faut bien sûr les mélanger au bain de l'innovation dont je vous parlais tout à l'heure, les aider en termes de financement sur leurs fonds propres pour accélérer les choses, il faut les aider pour trouver les compétences critiques qui les amèneront à se développer plus vite, mais il faut aussi les aider à se développer très vite au global. Le marché domestique français, c'est à la fois une force et une faiblesse. Il ne faut pas rester enfermé dans ce marché-là. Ça, il y a 20 ans, 30 ans, on construisait une grande industrie autour d'un marché domestique, mais aujourd'hui, le marché domestique français, il est petit. Et le marché européen, il est encore trop découpé et inhomogène pour constituer un marché intérieur fort. C'est ça la grande force aujourd'hui. Aux États-Unis comme en Chine, ils ont un marché intérieur de 400 millions globalement, enfin aux États-Unis 400 millions et 1,3 milliard en Chine, et donc qui les accélère terriblement. Et donc pour les entreprises françaises, bien qu'elles se développent en Île-de-France, etc., il faut tout de suite les projeter sur les marchés. Et Hangzhou, voilà, c'est une ville magnifique parce que c'est une ville innovante, donc ils sont intéressés par la voiture électrique, donc il y avait les gens de Clem, ils sont intéressés par les nouveaux infrastructures numériques, donc il y avait les gens de l'UCOR, d'autres, etc. Et Madame Pécresse donc souhaitait être là pour l'inauguration de cet hôtel d'entreprise, et ça contribue donc au développement international des entreprises, et c'était très bien pour les entrepreneurs sur place. Monsieur Idriss Ait Youssef, président de l'Institut Léonard de Vinci. Il faut le rappeler, vous avez 5000 étudiants, je crois qu'on ne l'a pas forcément rappelé tout à l'heure. Vous avez 3 branches, le management, la santé et le digital. On a parlé d'innovation, on a parlé de révolution numérique. Est-ce que vous sentez, outre votre activité, que les métiers numériques de demain sont assez pris en compte par vos homologues ? Ça dépend quand on dit les homologues, est-ce qu'on a affaire à des collectivités ou à des entreprises, ou probablement les deux. La fois oui, et le principal enjeu, c'est celui effectivement dont on ferait bien évidemment le lien avec la formation professionnelle, c'est celui de la nécessité. On a parlé des 70 000 emplois ce matin qui pourraient être créés dans le cadre de l'ensemble de ces projets, et c'est de maintenir, en tout cas de pouvoir former ces salariés à l'évolution aussi de leur métier. On parlait il y a encore quelques années de la digitalisation, on parle aujourd'hui de l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va considérablement bouleverser un certain nombre de métiers, parce qu'aujourd'hui l'intelligence
l'intelligence artificielle va permettre à des secteurs entiers, en tout cas, d'évoluer. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est la raison pour laquelle il faut quand même, quand on dit faire de la politique, c'est aussi inciter le politique à faire aussi preuve de vigilance, parce que quand on parle de l'attractivité à l'international d'un groupe d'enseignement ou d'un secteur, il faut bien avoir à l'esprit que ça ne doit pas se faire au détriment, pas du pragmatisme, mais de faire en sorte que dans un établissement ou dans un centre, il y ait des formations qui correspondent à des besoins. Je veux dire quoi par là? C'est-à-dire que les entreprises n'ont pas forcément besoin de 40 étudiants diplômés d'HEC. Et donc le besoin aujourd'hui des entreprises, il est aussi sur des niveaux 1, sur des niveaux 2, sur du bac, sur de l'infrabac. Et c'est ça aussi que le politique doit à un moment donné intégrer. Sans quoi la réforme sur l'orientation des étudiants, qui probablement, encore une fois je le dis parce que c'est pour moi un véritable enjeu politique, c'est des étudiants qui, avec un bac, ne pourraient pas intégrer une université, qui probablement resteraient sans affectation et ne pourraient pas avoir accès à un établissement d'enseignement supérieur, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer derrière. Donc le véritable enjeu, ce n'est à la fois pas d'opposer, mais c'est d'opérer une juste conciliation entre le développement à l'international des établissements et répondre de manière très concrètement aux besoins locaux. Sans quoi, évidemment, on pourrait avoir quelques difficultés. Et c'est la raison pour laquelle, y compris sur la formation professionnelle, il y a accompagner ces entreprises, mais aussi les demandeurs d'emploi. Il ne faut pas mélanger les deux. Parce que quelquefois, on a tendance, en tout cas la puissance publique, a quelquefois tendance à mélanger les deux. Le 1% régalien de l'entreprise, il n'est pas fait pour diminuer le chômage. Il est fait pour garder les salariés en situation d'employabilité. Et c'est encore autre chose pour une région, pour une collectivité, d'engager une vraie politique visant avec le Pôle emploi à faire en sorte que des demandeurs d'emploi trouvent formation qui corresponde à ce qu'attendent des entreprises du secteur. Et donc ça, c'est un véritable enjeu, parce que quelquefois, on mélange un peu tout. Et donc, le vrai projet politique, c'est celui d'une bonne organisation, et aussi avec un bon projet, et on raisonne encore en mode projet, d'avoir un projet pour les entreprises, et aussi pour les habitants, parce qu'on doit aussi, à un moment donné, réconcilier les deux. Ce sera le thème de tout à l'heure, réconcilier les territoires. Et justement, je voulais vous reposer aussi une question. Est-ce que, justement, le fait, le tampon, la défense sur le CV, ça aide vos étudiants à s'insérer sur les marchés de l'emploi à l'international? C'est vrai que pour ce qui nous concerne, incontestablement oui, parce que nous sommes au pôle universitaire Léonard de Vinci, qui a été construit dans les années 90 par le département des Hauts-de-Seine, où à l'époque on pouvait effectivement imaginer que le département avait une vocation un peu départementale, et construire ce pôle pour permettre aux altos séquanais d'avoir accès à des études de qualité. C'était Charles Pasqua qui en était le précurseur. Et donc aujourd'hui, avec effectivement une baisse des dotations globales de fonctionnement pour les collectivités, la loi NOTRe qui impose aux collectivités de se recentrer, de sortir de cette compétence extra-légale. Et donc aujourd'hui, on a, c'est vrai, des bâtiments, on a des activités, on a des entreprises qui viennent recruter chez nous, et donc on a y compris des entreprises qui viennent se former chez nous. Donc on constitue aujourd'hui un carrefour entre effectivement les étudiants, les salariés, ou en tout cas les demandeurs d'emploi, et les entreprises. Et c'est comme ça qu'on le conçoit. On le conçoit avant tout comme un lieu de vie, plus que comme un lieu où on est une petite usine et on forme des étudiants. C'est-à-dire qu'on doit le raisonner comme ça. Et l'école, ou en tout cas l'organisme de formation ou l'établissement d'enseignement supérieur, c'est ça. Ça doit être conçu comme ça. Ça doit être conçu comme un lieu où on fait participer l'entreprise. On appelle ça la rédaction d'un cahier des charges qui va nous permettre de définir un contenu, etc. Ça doit être ça aujourd'hui, sans qu'il y ait à un moment donné cette opposition qui a longtemps existé entre le monde économique et le monde universitaire. Merci. Merci à vous, messieurs.